Alors, sans plus tarder, j'aimerais passer à la première conférencière, la conférence d'ouverture. Innovation en soins primaires en France et MSP, enjeu d'une transformation longue et complexe des modalités d'accès et de la coordination des soins. Notre conférencière, Anne Moyal, est sociologue, enseignante à l'École des hautes études publiques en France, chercheuse membre du Centre de sociologie des organisations, CNRS, au Québec, en France, et du laboratoire à Rennes. Ses recherches portent sur l'organisation des soins primaires en France et la convergence des politiques de soins primaires entre différents systèmes de santé. Alors, j'invite le professeur Moyal à prendre la scène virtuelle. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On a fait un test tout à l'heure, j'espère que ça fonctionne. En effet, je ne peux malheureusement pas être là aujourd'hui et je le regrette. Je suis très honorée d'avoir la chance d'ouvrir les premières tables rondes par cette conférence. C'est vraiment un plaisir pour moi et j'aurais beaucoup apprécié assister à l'ensemble de ces échanges qui ont l'air passionnants, mais pour des raisons personnelles, ça m'est impossible. Je suis en fin de grossesse. Voilà, donc j'ai dû rester en France. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de la France. Je vais partager tout de Elle a suite pris un petit peu de temps. un PowerPoint. Alors, j'espère que vous allez également bien le voir. Euh, Si jamais il y a un problème, je regarde le chat hein, au cas où. Sur donc le mouvement de transformation des soins primaires en France. Je vais parler effectivement des maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSP, que vous avez évoqué à l'instant, Monsieur Picard, mais également de d'autres innovations qu'on a vu émerger en France en matière de soins primaires pour essayer d'élargir au maximum et vous faire connaître un système de santé que peut-être pour certains vous ne connaissez pas. Moi-même, voilà, je ne connais pas entièrement votre système de santé et c'est toujours très complexe un système de santé. Donc je vais essayer d'être la plus claire possible. Euh, en fait, donc j'ai repris au tout départ ce qui était inscrit sur le programme du symposium, où je crois qu'il était inscrit s'inspirer du modèle français ou la France comme inspiration. Et moi, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'il faut s'inspirer de la France? Alors, je suis pas là pour dresser un tableau très négatif de ce qui se passe en France, mais je pense qu'on a affaire à des difficultés qui sont, pour certaines, qu'on retrouve dans d'autres systèmes de santé et le professeur Després en a notamment parlé. Mais notamment, on a, je pense, un retard en France, c'est qu'on parlait tout à l'heure d'innovation sociale et là j'ai repris la définition que citait Nancy côté tout à l'heure. Je pense qu'en France, on a un train de retard sur l'innovation sociale dans le secteur de la santé en tout cas. Pour autant, on a beaucoup d'innovations, mais elles sont plutôt, je dirais, organisationnelles. Pareil, je vous rejoins sur votre remarque. On ne parle pas d'innovation technologique et encore moins en soins primaires, mais en tout cas des innovations organisationnelles. Ça, on peut en retracer beaucoup dans l'histoire du développement des soins primaires en France, alors même que le contexte politique, institutionnel de ce pays était peu propice à ces innovations organisationnelles en soins primaires. Pourquoi? Parce que c'est un système également, comme le disait tout à l'heure le professeur Després, très hospitalo-centré. Et le secteur des soins primaires est historiquement très peu organisé. En fait, l'État est peu interventionniste dans ce secteur-là. Il l'est beaucoup dans le secteur hospitalier, je vais y revenir. Et en ce qui concerne les professionnels de santé, ils sont principalement libéraux. Donc, ils ne sont pas salariés de différentes structures. Ils sont pour grande majorité libéraux, les médecins généralistes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures podologues, les orthophonistes, etc. Et ils exercent le plus souvent de manière isolée ou à minima dans des cabinets monoprofessionnels, donc avec des collègues de la même profession, et finalement de manière très peu coordonnée. Donc ça, c'est historiquement, c'est en train d'évoluer, je vais y venir, mais voilà, on part de là. Par ailleurs, c'est un système de santé qui est extrêmement curatif. Donc là, ça rejoint également certaines remarques faites en préambule. Et là, c'est principalement la différence, je pense, avec votre système de santé. C'est un système de santé qui est très centralisé.
avec un État central, un ministère de la Santé qui décide globalement de tout, avec des agences dites au départ décentralisées. En réalité, c'est plutôt une administration que nous, on nomme déconcentrée, dans le sens où elle met en application les décisions prises au niveau central. Donc, c'est pas une réelle décentralisation des agences régionales de santé dans chaque région, mais qui sont plutôt dans l'application des lois décidées au niveau central. Et c'est un système très universaliste dans son histoire politique depuis toujours et qui finalement tient assez peu compte des particularités locales, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient sociales. Et donc on comprend tout de suite la limite que ça peut représenter en matière de prise en charge sanitaire et sociale en fait. Par ailleurs, et là aussi on a je pense un vrai train de retard, c'est aussi pour ça que je pense qu'en matière d'innovation sociale, on peut dire que la France a encore une marge de progression importante, c'est que la participation des usagers est assez faible dans le système de santé français, malgré des lois depuis le début des années 2000 qui essayent de porter la démocratie sanitaire et de proposer quelques dispositifs pour le faire, mais c'est assez faible et c'est encore plus faible dans le secteur des soins primaires. C'est peut-être un peu moins le cas dans le secteur hospitalier. Donc, le système de santé français, là, ça doit être illisible pour vous, donc je l'ai mis par acquis de conscience. En réalité, j'aurais peut-être pu l'enlever. C'est juste pour dire que ça fait partie dans les grandes classifications des systèmes de santé où on distingue les systèmes dits nationaux ou beveridgiens tels que le Royaume-Uni, les systèmes bismarckiens qui sont plutôt assurantiels et corporatistes et les systèmes de marché. En fait, la France est vraiment un système bismarckien qui repose sur un système de caisse d'assurance maladie avec une corporation médicale très très forte qui est en directe négociation avec les caisses d'assurance maladie et où l'offre de soins hospitaliers est en grande partie planifiée par l'État, même si on a de plus en plus d'acteurs privés dans ce secteur-là, mais ça reste, que ce soit des acteurs privés ou des hôpitaux publics, régulés par l'État. En revanche, l'offre de soins ambulatoires et de soins primaires, donc les médecins de ville, les infirmiers, etc., sont donc libéraux, comme je le disais tout à l'heure, et ont une grande liberté d'organisation, une liberté d'installation aussi également pour les médecins, c'est-à-dire qu'ils s'installent où ils le veulent. Les professionnels, les patients, pardon, consultent le médecin de leur choix. Donc voilà, il y a une grande liberté dans cette organisation du secteur des soins primaires, même si elle a été réduite progressivement pour les autres professions autres que médicales, qui, elles, doivent répondre à un zonage pour s'installer. Mais ça, je pourrais en reparler tout à l'heure. Et donc finalement, pour synthétiser ce tableau qui est illisible, j'imagine pour vous, je voulais insister sur quelques données très spécifiques sur la France. D'abord, donc comme je le disais, on a une offre de soins qui est publique et qui est principalement publique dans le secteur hospitalier, mais aussi une offre de soins privés avec des cliniques, ce qu'on appelle nous des cliniques, donc des hôpitaux privés à but lucratif. Dans le secteur des soins primaires, c'est essentiellement privé. Donc le rôle de planification de l'État, il a longtemps été limité au secteur hospitalier, mais depuis 2009, on voit quand même une inflexion avec donc la création de ces fameuses agences régionales de santé dont je parlais tout à l'heure, qui ont pour objectif d'abord de décloisonner les secteurs hospitaliers, ambulatoires et médico-social et d'affirmer la présence de l'État dans le médico-social et dans l'ambulatoire, puisque je disais qu'il était principalement un outil de régulation dans le secteur hospitalier. C'est en cours, ces agences sont assez récentes. Malgré tout, la médecine ambulatoire reste quand même très libre d'organisation, avec des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, parce qu'on a également des spécialistes en ville qui sont donc également dans un système libéral qui ont vraiment réussi à préserver leur autonomie et leur liberté d'installation, qui sont en directe négociation avec les caisses d'assurance maladie qui sont en fait donc des émanations de l'assurance maladie du niveau national au niveau des départements français. Je ne vais pas rentrer dans l'explication du découpage administratif français et du millefeuille français, mais en tout cas, ils sont en négociation directe, notamment pour fixer les tarifs de leurs consultations ou de leurs actes. Et par ailleurs, donc la profession médicale n'est pas régulée dans son installation sur le territoire. En revanche, les autres professionnels libéraux, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes,
sages-femmes, pharmaciens sont sectorisés par les agences régionales de santé. Même s'ils restent libéraux, en tout cas leur lieu d'installation, ils ne peuvent pas s'installer partout, ça dépend des densités professionnelles sur ces territoires. Ces professionnels, donc je disais, ils sont libéraux, donc ce que je veux dire ici, c'est qu'ils sont principalement rémunérés à l'acte, c'est-à-dire à la consultation avec le patient ou à l'acte réalisé au sein de cette consultation, donc qui sont cotés différemment par l'assurance maladie, même si on a vu progressivement l'introduction de nouveaux modes de paiement, mais qui restent très marginaux, hein. Mais on a des forfaits, par exemple pour les médecins généralistes, on a un forfait pour le suivi des patients qui ont ce qu'on appelle une ALD, une affection de longue durée, ou un forfait pour le suivi des patients âgés, par exemple, ou des enfants. Et également, on a le développement de paiement à la performance. Donc ça, c'est principalement pour les médecins en fonction de leur euh, manière de, enfin, le type de médicaments qu'ils prescrivent. Est-ce que ce sont des princeps? Est-ce que ce sont des médicaments génériques? Est-ce qu'ils développent des activités de santé publique, etc. Et là, ils ont un paiement à la performance, mais tout ça reste marginal par rapport au paiement à l'acte. Et par ailleurs, on a vu émerger, et ça je vais y revenir, des rémunérations collectives pour des professionnels libéraux qui décident d'exercer ensemble dans des structures comme les maisons de santé, et ça je vais vous les décrire dans un instant. J'ai parlé déjà de la liberté d'organisation et des professionnels et la liberté de choix pour les patients. Toutefois, le législateur a essayé d'organiser un système de parcours pour les patients en reconnaissant un rôle de gatekeeper pour les médecins généralistes, pour les médecins traitants. C'est ce qu'on appelle la réforme du médecin traitant en 2004, qui est celui qui doit ensuite orienter vers des médecins spécialistes. En réalité, un patient qui n'aurait pas de médecin traitant et qui va directement consulter un médecin spécialiste peut très bien le faire. Juste, il ne sera pas remboursé au taux maximal par l'assurance maladie. Mais en fait, il peut aller voir directement un spécialiste. Donc, on voit tout de suite que ce dispositif-là, derrière l'ambition initiale, a des effets, certes, mais relativement limités. Euh, donc l'État a un rôle assez peu structurant dans le secteur des soins primaires. En revanche, ce qu'on a pu voir, et moi ce que j'ai pu voir dans tous mes travaux, c'est que la profession médicale, elle, a un rôle structurant dans l'organisation de ce secteur-là. Il y a beaucoup de travaux en France qui regardent les relations complexes entre la profession médicale et l'État. Il y a notamment les travaux d'un politiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Patrick Hasenteufel, qui a regardé beaucoup de systèmes de santé différents, mais surtout la France et l'Allemagne, et qui regardait les relations entre profession médicale et État, et qui montrait que la profession médicale en France a toujours réussi à se positionner comme un acteur veto face à la plupart des réformes menées dans les dernières décennies. Mais aussi ce qu'on peut voir en matière de soins primaires, et moi je l'ai vu dans mes travaux, il l'a vu également parce qu'il travaille également sur ce secteur-là, et on est en train voilà, de faire un papier ensemble sur le sujet, c'est que ces acteurs-là s'imposent aussi comme des acteurs de changement. Donc, ils ne sont pas seulement veto, ils proposent aussi du changement, des innovations, et je vais vous présenter lesquelles. J'ai juste mis ici comme illustration un titre de presse qui date d'il y a 2 jours, donc le 28 non, pardon, le 17 avril, mais qui parle d'une grève qui a lieu depuis 2 jours en France, qui est assez importante, et ça montre vraiment la capacité d'acteurs veto de la profession médicale. C'est que en ce moment est discutée à l'Assemblée nationale une loi qui vise justement, qui propose de réguler l'installation des médecins généralistes et qui, voilà, d'arrêter l'exceptionnalité de cette profession par rapport aux autres qui sont régulés dans leur installation. Et en fait, depuis que cette loi a été proposée, on a une gronde de toutes les organisations de médecins spécialistes et généralistes en France. Et là, on a un mouvement de grève qui s'annonce et qui risque d'être extrêmement musclé. Là, dans le titre, on voit vraiment tout. Donc, les médecins sont contre, vent debout, et le gouvernement temporise. Et en fait, ça caractérise 20 années de débat politique en France sur faut-il toucher aux libertés des médecins en France. À chaque fois, le gouvernement temporise. Je pourrais dire que ça résume très très bien la situation depuis une vingtaine d'années. Donc moi, le questionnement que je voulais me poser ce matin, c'est comment on peut d'abord penser le changement et l'innovation en soins primaires, comment, voilà, une définition que je peux vous proposer de ce changement-là et des acteurs qui participent au changement, quel est le contexte politique et institutionnel qui est propice ou pas à ce changement-là, quels sont les acteurs de ce changement et les marqueurs ou les dispositifs, en fait, en France en tout cas, qui marquent un changement dans le secteur des soins primaires.
Donc, comme je le disais, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je ne vais pas rester sur cette slide, mais c'était juste pour dire qu'en fait, je pense que les systèmes de santé aujourd'hui font face pour la plupart à des défis similaires. L'enjeu ici, c'est de savoir comment les systèmes de santé répondent à ces enjeux-là et est-ce qu'ils sont capables de s'adapter, de changer et d'innover. Donc là, je voulais juste faire un détour que je vais essayer le plus rapide possible par la littérature académique sur le changement, comment on pense le changement aujourd'hui en sociologie, en sciences politiques. Il y a souvent deux façons de voir le changement. Certains défendent un modèle de changement qui serait un changement très important et radical, ou au contraire des changements qui sont plus marginaux ou progressifs. En fait, il y a des travaux qu'on dit cognitivistes parce qu'ils insistent sur le poids des idées qui en fait décrivent des changements de politique qui seraient très radicaux, des changements de paradigme, paradigmatiques, principalement sous l'effet de chocs exogènes ou de crises qui viennent modifier en fait le contexte politique, social ou économique et qui amène à du changement. Par exemple, le Covid-19 a été considéré de cette manière-là en France et ailleurs. Mais moi, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en France, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on pensait qu'avec une telle crise, un tel choc exogène, on allait avoir une révolution dans le système de santé français et force est de constater que c'est assez peu le cas, que l'hôpital est redevenu central, que nous, en France en tout cas, tout le volet prévention, promotion de la santé qui était déjà assez faible ne s'est pas tellement renforcé. Voilà, que les tensions classiques entre professions et pouvoirs publics sont restées les mêmes. Enfin, très très vite, on a repris nos vieilles habitudes. Donc je ne sais pas si, en fait, c'est pour ça que je me suis permise ce point d'interrogation. Il y a d'autres travaux qu'on dit institutionnalistes parce qu'ils s'intéressent au poids des institutions du modèle institutionnel en place. Et en fait, ce qu'ils observent, c'est davantage que on a rarement des changements très importants et très radicaux. On a plutôt une stabilité des politiques publiques, quel que soit le secteur, sanitaire ou autre. Et en fait, les transformations ne sont que marginales et progressives. Et progressivement, effectivement, de manière incrémentale, on peut arriver à vraiment infléchir une orientation, mais ça ne se fait que de manière marginale, parce que les institutions contraignent le choix et les comportements des acteurs, que ce soit des professionnels, des politiques, etc. Et en fait, c'est vraiment le principe de path dependency, de dépendance au sentier, c'est-à-dire que les choix politiques passés ont un point important sur les choix politiques à venir et qu'en fait, on ne peut pas prendre un détour ou faire un virage à 90 degrés aussi facilement. Et notamment, là j'ai cité donc des collègues, Patrick Hassem-Teufel et Bruno Palier, qui ont regardé comment, notamment en France, en fait, ce système-là bouge par changements incrémentaux, donc très progressifs et marginaux, et pas par révolution, et que c'est progressivement qu'on a réussi à avoir un mix en France. Par exemple, en France, je vous disais que le système était un système assurantiel qui reposait notamment sur les cotisations sociales à travers l'assurance maladie, et progressivement, on a réussi à faire entrer un financement par l'impôt à travers un impôt qui s'appelle la CSG en France, mais ça a été très progressif. Et finalement, on voit que le changement se fait en combinant des choses anciennes et des choses nouvelles, mais on n'a pas de changement radical, en fait, notamment par exemple du mode de régulation ou de financement du système de santé français. Et en fait, ces deux courants-là, parfois, enfin, ils identifient certes des acteurs qui participent à ces changements, qui participent à faire circuler des nouvelles idées, des nouvelles normes institutionnelles. Ils les appellent de différentes manières, je les ai mis là entre parenthèses, mais quand même, ils donnent le primat à l'idée que les idées et les institutions en place sont très robustes et que donc voilà, enfin, ils donnent d'abord le primat aux idées et aux institutions avant de donner la priorité aux acteurs. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, et notamment pour comprendre ce qui se passe en France, c'est au contraire de donner l'importance, la priorité aux acteurs du système de santé, parce que le changement, en tout cas de ce qu'on a pu observer nous dans les soins primaires en France, ne vient pas tellement de chocs extérieurs, mais davantage de volonté d'acteurs à l'intérieur du système de santé. Donc, il y a plein de travaux ici qui parlent du rôle des acteurs dans le changement. Je vais aller très très vite, mais ce que je voulais dire, c'est que parfois ils sont individuels, parfois ils sont collectifs, parfois c'est une coalition de causes, ce qui veut dire ici qu'en fait ils défendent la même cause, les mêmes idées, et au contraire parfois juste ils font communauté, ils font coalition autour d'instruments qui sont similaires, alors même qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Et c'est notamment le cas dans les soins primaires, je vais y revenir. Les médecins généralistes et l'État font coalition autour de certains dispositifs comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, alors même qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, qu'ils n'ont pas les mêmes idées ou les mêmes valeurs au départ.
Et en fait, les compétences qu'on reconnaît traditionnellement à ces entrepreneurs de changement, c'est souvent une capacité réflexive, c'est-à-dire une capacité à interroger les croyances, les normes, les pratiques qui sont dominantes dans le secteur en question et à envisager des alternatives, des croyances alternatives, des pratiques alternatives. Par ailleurs, on leur reconnaît très souvent des compétences particulières, une capacité à théoriser, à cadrer le problème, une capacité rhétorique aussi, une stratégie rhétorique, à défendre une idée, et aussi des savoirs et des savoir-faire spécifiques, par exemple de fédérer, de convaincre, etc. Et on leur reconnaît bien souvent une position qui est à la frontière ou à la marge entre différents espaces sociaux et qui leur permettent de mobiliser des ressources très différentes, relationnelles, matérielles. Et là, je vais donner un exemple très concret tout à l'heure, mais les médecins généralistes que moi je regarde, ils peuvent être à la fois élus local, profs à la faculté de médecine, membres du conseil de l'ordre des médecins. Voilà, ça leur donne beaucoup, beaucoup de ressources en fait. Mais il y a un angle mort principal dans tous ces travaux sur les acteurs du changement, ce qu'on appelle les entrepreneurs de changement, c'est que bien souvent, on ne pense pas assez le fait que le changement, pardon, l'entrepreneur est lui-même intriqué dans un système relationnel avec d'autres personnes, qu'en fait, le changement a un caractère relationnel et que sans la coopération de d'autres personnes indispensables à l'entreprise de changement, ces acteurs du changement ne peuvent rien faire. Donc ça, je vais vous donner tout à l'heure des exemples. Et donc, je reviens au secteur du soin primaire en France. Qu'est-ce qui s'est passé et qui explique qu'on a eu quand même des transformations assez importantes en France? En fait, il y a deux phénomènes concomitants. D'abord, on a reconnu des nouveaux problèmes publics qui ont contribué à l'émergence de nouveaux instruments et à l'émergence d'instruments qui participent à développer les soins primaires. Et à côté de ça, on a la rencontre ou l'alignement entre des acteurs politico-administratifs, donc des acteurs politiques et de l'administration, et des professionnels de santé, notamment des médecins généralistes, autour de la promotion de ces mêmes instruments. Donc, en ce qui concerne les problèmes publics dont je parlais tout à l'heure, il y en a deux principaux, et je pense que là aussi la France ne fait pas du tout exception. Le premier, c'est ce que nous, on a appelé les déserts médicaux. Je pense que vous connaissez ça sous d'autres aspects, et notamment plus géographiques que nous, avec un éloignement des professionnels de santé ou des structures de santé. En fait, depuis les années 2000 en France, on voit des rapports publics qui parlent de difficultés d'accès aux soins, surtout médicaux, surtout de médecins généralistes, des déficits, voire des déserts médicaux. Et en fait, le terme déserts médicaux, c'est une expression très dramatisante. C'est comme le disait l'adresse. L'adresse, c'est la direction statistique du gouvernement, pardon, du ministère de la Santé en France. Elle disait, c'est certes une métaphore saisissante, mais elle ne se réfère à aucun contenu concret. Parce que qu'est-ce qu'un désert médical? À partir de quel moment on est en désert médical? Donc, on a essayé d'objectiver le phénomène avec des indicateurs, avec un zonage des agences régionales de santé, mais il y a toujours énormément de débats. Mais aujourd'hui, il semble y avoir un accord entre à la fois la profession médicale, les pouvoirs publics, pour dire que la France serait un désert médical à 85%, ce qui semble énorme. Et les effets en fait de ces déserts médicaux sont multiples et sont cumulés. C'est qu'on a une baisse du nombre de médecins diplômés, notamment parce qu'on a limité le nombre d'entrées des médecins, ce qu'on a appelé le numerus clausus, dans les études médicales. On a eu beaucoup de départs à la retraite à partir des années 2000. Et par ailleurs, on observe une évolution des modalités de travail et du choix d'installation avec des professionnels qui ont beaucoup d'autres activités au-delà de leur activité de consultation, des activités de formation, d'enseignement, de recherche, le poids des tâches administratives aussi, qui est très souligné par la profession médicale. Tout ça les éloigne du soin, de l'activité de soins pure. Et par ailleurs, les choix d'installation diffèrent parce qu'aujourd'hui, alors le modèle que nous, on avait en France, le médecin, comme on l'appelait, c'était le médecin de campagne, c'était bien souvent un homme dont la femme ne travaillait pas et le suivait dans ses choix d'installation, ou alors était sa secrétaire médicale. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce modèle-là, on s'en doute bien, et donc les choix d'installation répondent à des choix familiaux voilà, les familles souhaitent être dans des communes où il y a des équipements publics pour les enfants, pour le conjoint, un bassin d'emploi proche, etc. Par ailleurs, on a une désaffection de la médecine générale par rapport aux médecines de spécialité. Donc voilà, donc finalement, on a tout ça qui a joué et au début des années 2000, on a eu un emballement médiatique et politique autour de l'expression désert médical. Elle était de plus en plus utilisée, elle a été utilisée dans presque tous les discours de campagne aux dernières élections euh, euh, présidentielles en France. Les fameux déserts médicaux, ça devient un problème très très médiatique.
Le deuxième problème qui, là aussi, en fait, contribue à l'émergence et à l'organisation, l'émergence d'innovation en soins primaires et l'organisation de ce secteur, c'est le constat d'un cloisonnement et d'un déficit de coordination. Là aussi, je pense qu'on ne fait pas figure d'exception. Donc, je vais peut-être passer sur ces éléments-là parce que je ne voudrais pas être trop longue. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en France, depuis les années 90, la coordination est considérée comme un problème, ou plutôt le manque de coordination, et qu'on a beaucoup de réformes qui viennent formaliser la coordination en espérant susciter la coordination. Or, bien entendu, la coordination n'est pas que formelle, ça dépend aussi des échanges informels au quotidien entre professionnels qui s'organisent autour d'une prise en charge. Mais on voit poindre de nouvelles organisations, donc des réseaux de santé thématiques, par exemple, des maisons de santé libérales sur lesquelles je vais revenir, des centres de santé salariés, des communautés professionnelles territoriales de santé. Ça, les communautés professionnelles territoriales de santé, j'y reviendrai à la fin, c'est assez récent. Des nouveaux outils avec des protocoles de soins pour la prise en charge pluriprofessionnelle de pathologies chroniques, des systèmes d'information pour échanger des informations sur les patients. On voit aussi des nouveaux métiers de coordinateurs qui émergent. Et également, le système lui-même a été organisé depuis une loi de 2009, loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, en niveau de recours avec le premier recours ou soins primaires et le second recours. Et finalement, ça, c'est pour le contexte avec les problèmes qu'on pourrait peut-être appeler facteurs exogènes à discuter, je pense, mais aussi et surtout, les soins primaires se sont organisés à travers la rencontre de l'activité d'acteurs, d'un côté politique et administratif et de l'autre de la profession médicale, qui ont en fait promu des solutions incitatives, puisqu'on est dans un modèle principalement libéral, pour répondre à tous ces problèmes. D'abord, j'ai cité les principales, mais donc je disais tout à l'heure, en fait, les professions, enfin les médecins généralistes ont beaucoup soutenu la puissance publique, notamment au moment de la reconnaissance du médecin traitant, parce que ça leur donnait un rôle de porte d'entrée du système de santé. Et donc, ils ont soutenu cette réforme-là. Ils ont également soutenu une autre réforme en 2009 qui définissait pour la première fois les missions pour le médecin généraliste de premier recours. Finalement, ça reprend un peu le rôle de médecin traitant, mais j'ai voulu voilà, le mettre pour que vous ayez un peu tous les temps forts. Ils ont également soutenu en 2007 le développement de nouvelles modalités d'exercice pluriprofessionnelles et contractuelles. Donc ça, je vais y revenir, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et ils ont soutenu l'introduction des nouvelles modalités de rémunération dont je parlais tout à l'heure, qui sont collectives euh, ou qui sont à la performance. Je vais revenir sur l'exemple des maisons de santé parce que c'est de loin le dispositif phare en fait de cette réforme des soins primaires en France et c'est à partir de de cette innovation-là que d'autres innovations sont construites aujourd'hui. Donc en fait, les maisons de santé pluriprofessionnelles, elles sont considérées, c'est une solution très consensuelle parce qu'elles sont considérées par la puissance publique comme le moyen d'attirer des jeunes médecins dans les territoires sous-dotés. Des chiffres le montrent, les jeunes médecins sont attirés par l'exercice pluriprofessionnel dans ces structures-là, plus que leurs aînés. Elles sont considérées comme des moyens d'améliorer la coordination et la délégation de tâches des médecins vers les autres professionnels qui sont plus nombreux. Elles sont également considérées comme le moyen de développer une approche plus préventive et de promotion de la santé parce qu'en fait, dans ces structures-là, les professionnels touchent des rémunérations collectives qui viennent dédommager le temps qu'ils passent à des activités de coordination et à des activités de santé publique. Alors même que dans un système de paiement à l'acte et aux patients vus, en fait, ce temps-là avant ne pouvait pas être rémunéré. Et par ailleurs, des études montrent, alors là j'ai mis quelques références, elles sont toutes en biblio, mais en fait c'est des références qui montrent que notamment les maisons de santé améliorent l'efficience et la qualité des soins, notamment la productivité des médecins généralistes. Et en face, ces maisons de santé sont également promues par des médecins généralistes eux-mêmes à l'échelon national à travers un syndicat qui a été vraiment central dans cette promotion-là, qui s'appelle le syndicat MG France pour médecins généralistes et qui sont à l'avant-garde des soins primaires, mais aussi par des nouvelles fédérations professionnelles qui sont asyndicales, qui sont interprofessionnelles et qui viennent en fait représenter ces nouvelles structures. Donc ça s'appelait la Fédération des maisons de santé avant, maintenant ça s'appelle Avec Santé, ça a changé de nom. Aujourd'hui, il y a une fédération des CPTS qui sont les communautés professionnelles territoriales
régionales de santé, je vous les présenterai en fin de présentation. Et à l'échelon local, on a des médecins qui portent des structures d'exercice coordonné. Ils les ont d'abord portées informellement, elles rentraient dans aucun cadre légal, et ensuite elles sont rentrées dans un cadre légal parce que les maisons de santé pluriprofessionnelles ont été reconnues en 2007 par la loi. Euh, je vais passer là-dessus. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est une solution très consensuelle et qui s'est inspirée de ce qu'ont fait des médecins généralistes localement. Et là, j'ai pris un extrait d'un rapport, qui est un rapport de 2007, qui, pour la première fois, propose une définition de ces structures-là et propose quelques préconisations, quelques recommandations qui seront suivies et qui donneront lieu à la LFFS. LFSS, c'est la loi de financement de sécurité sociale, c'est celle qui a défini les maisons de santé. Donc une maison de santé, c'est une équipe qui est médicale et paramédicale autour d'un projet de santé commun qui labellise, enfin en fait, il y a une forme de labellisation de la structure qui est basée sur un cahier des charges qui fixe des horaires d'ouverture, des modalités de prise de rendez-vous, etc., des indicateurs de suivi de l'activité. Et en fait, ces structures contractualisent avec l'assurance maladie, ce qui est totalement innovant en France, puisqu'ils se contractualisent autour justement de mise en place d'un certain nombre d'outils de coordination, des horaires, comme je disais, de mise en place de consultations sans rendez-vous pour répondre aux petites urgences, pour éviter le report vers les urgences. Voilà, beaucoup de choses. En fait, c'est des professionnels libéraux qui acceptent de rentrer dans un mode contractuel avec l'État et l'assurance maladie. Je vais passer là-dessus. Donc ça, c'est la définition vraiment des maisons de santé pluriprofessionnelles. En fait, ce sont des regroupements de professionnels libéraux en ville qui proposent des prises en charge coordonnées, une offre de soins élargie qui n'est plus seulement curative, mais aussi préventive et éducative, parce que donc ils touchent des rémunérations qui vont leur permettre en fait de dédier du temps à mettre en place des ateliers de prévention, de promotion de la santé, de développer des campagnes de dépistage, des choses comme ça. Et par ailleurs, comme je le disais, ils contractualisent avec l'Agence régionale de santé et la CPAM. La CPAM, c'est l'assurance maladie au niveau, c'est la caisse d'assurance maladie au niveau départemental. Et pour revenir à la prise en charge coordonnée, dans ces structures, ils développent des protocoles pluriprofessionnels de soins, des réunions de concertation sur des cas de patients. Ils ont un système d'information partagé, beaucoup de choses qui n'existaient pas du tout dans le secteur libéral en France. Donc ça, c'est un peu la carte des maisons de santé en France aujourd'hui. On en a, alors là, c'était fin 2023, fin 2024, on en avait plutôt 2800 en France. L'objectif était d'arriver à 4000, l'objectif public. La plus grande partie a signé ce fameux contrat. Les autres sont en cours de le signer, qui donc permet d'obtenir des rémunérations en plus des rémunérations à l'acte. Et ces rémunérations viennent financer le système d'information, les temps de réunion, etc., dont je parlais tout à l'heure. En général, ces structures comptent une quinzaine de professionnels. Et aujourd'hui, donc ça date un peu, ça doit être un peu plus important, environ 17% des médecins généralistes libéraux exercent en maison de santé. Et 40% de ces médecins qui sont en maison de santé sont âgés de moins de 40 ans. Donc on voit un attrait des plus jeunes pour ce système. Alors, j'ai voulu vraiment me poser la question de qui étaient les médecins généralistes à l'initiative de ces structures et qui ont entrepris ce changement, puisque ce sont eux qui informellement ont développé ces structures, qui ont inspiré la loi, donc ensuite la loi a reconnu ces structures-là, et maintenant les pouvoirs publics font la promotion de ce modèle-là. Mais au départ, ça vient des médecins généralistes. Et en fait, ils ont des profils et des trajectoires assez similaires. Globalement, c'est des gens qui sont multipositionnés à la frontière de beaucoup d'espaces différents, comme je disais tout à l'heure. Ils sont enseignants, ils sont syndiqués, ils sont membres de la Fédération des maisons de santé, ils sont maires de leur commune ou dans le conseil municipal, etc. Ils sont souvent en fin de carrière et ont une expérience, je dirais, cumulative en fait de transformation des pratiques. Ils ont toujours participé aux expérimentations depuis toujours. Ils connaissent donc bien les partenaires publics. Voilà, ils ont ces expériences cumulatives-là. Donc, ils développent des ressources assez importantes en matière relationnelle. Ils connaissent un peu tout le monde, l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, le maire, le président de la communauté de communes, bon, un petit peu tout le monde sur le territoire. Et donc, ils ont accès à des informations, ils ont une capacité à fédérer, à rallier d'autres professionnels, etc. Ils ont également des connaissances et des savoir-faire qui dépassent largement les compétences médicales. Ils savent remplir des documents administratifs, ils ont des connaissances légales en termes de statut juridique de leur structure, des connaissances financières, budgétaires, managériales.
Mais ils ont également des contraintes parce qu'en fait, ils jouent un rôle très compliqué d'intermédiaire entre les autres professionnels de la maison de santé qui parfois se sentent un peu soumis à des injonctions venant des partenaires publics et les partenaires publics en face. Et donc leur rôle, c'est de négocier la participation des collègues tout en négociant le soutien des partenaires publics. Et par ailleurs, bien souvent, ce sont des médecins généralistes qui s'épuisent parce qu'ils cumulent leur activité de soins qu'ils n'abandonnent pas avec une activité organisationnelle. Donc, c'est eux qui, en fait, dynamisent le groupe, organisent tout au départ, les réunions, etc., même si progressivement, ils arrivent à déléguer une partie de ce travail-là à d'autres. Donc, finalement, c'est pour ça que, en fait, être entrepreneur de changement, et notamment ces médecins entrepreneurs de changement dans le secteur des soins primaires, c'est pas seulement une position envié de tous, mais c'est plutôt aussi un dur travail entrepreneurial, en quelque sorte. Euh, donc, en gros, je voulais vous présenter le dispositif phare de la réforme des soins primaires en France. On n'a toujours pas parlé d'innovation sociale, comme vous vous en rendez compte, mais on va y arriver maintenant parce qu'on va dire que c'était un peu l'acte 1 de l'organisation des soins primaires en France. Et finalement, à partir des maisons de santé, d'autres innovations, d'autres initiatives prennent racine dans ces maisons de santé. Ce sera plus court, donc je pense tenir à peu près dans les temps. Euh, En fait, les maisons de santé elles-mêmes innovent. Certaines innovent et proposent en fait des activités que les pouvoirs publics jugent dérogatoires. Elles sont dérogatoires dans le sens où elles sortent de la nomenclature de l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'elles sortent des actes que les professionnels peuvent faire et pour lesquels les patients peuvent être remboursés par l'assurance maladie. Et donc moi, j'ai vu sur le terrain beaucoup de maisons de santé qui proposaient des offres de soins totalement dérogatoires. Par exemple, des consultations médicales anonymes et gratuites pour les jeunes, pour leur donner accès à la contraception, sans passer, nous en France, on a ce qu'on appelle la carte vitale, qui permet donc d'être ensuite remboursée par l'assurance maladie, mais qui donc donne notre identité. Et donc, ils ne passent pas la carte vitale des patients, ils sont donc anonymes, ils ne payent pas leur consultation, mais eux se payent grâce à ces fameuses rémunérations collectives qu'ils touchent de l'assurance maladie. Donc, en fait, ils utilisent de manière totalement dérogatoire de l'argent qui était censé valoriser le temps passé en réunion de coordination, à des actions de santé publique. Alors après, justement, ils le justifient en disant, mais ça fait partie de la santé publique, ils retombent toujours sur leurs pattes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces activités dérogatoires sont connues de l'assurance maladie et des agences régionales de santé, et que pour la plupart du temps, enfin, en tout cas moi, à chaque fois que j'ai assisté à des discussions sur ces choses-là avec les partenaires publics, ils sont tolérants face à ce qu'ils disent, ils nomment activité dérogatoire parce qu'ils trouvent ça très louable de la part des professionnels de dédier du temps à ces nouvelles activités qui sortent certes du cadre public, mais qui permettent de répondre à des besoins de santé sur le territoire. Donc on voit qu'il y a des innovations qui sont portées par des maisons de santé, pas par toutes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est évidemment pas la majorité des maisons de santé, mais certaines portent ce type d'innovation. Par ailleurs, aujourd'hui, on a des nouvelles expérimentations qui sont là pilotées par le haut, donc par le ministère de la Santé, et qui se déploient avant tout en maison de santé et pas ailleurs. Et également dans les centres de santé salariés, alors j'en ai pas parlé, mais en fait, c'est des structures qui ressemblent aux maisons de santé, qui sont moins nombreuses en France, mais qui sont gérées par des collectivités territoriales et où les professionnels de santé sont salariés. C'est un modèle qui a pu être un peu critiquées, notamment par rapport à la gestion financière, en fait. Elles sont considérées souvent comme un gouffre financier. Beaucoup de municipalités ont fermé ce type de structure-là, mais aujourd'hui, il y a un regain de ce type de structure. On pourra peut-être en parler si on a donc le temps pour quelques questions. En tout cas, c'est dans les maisons de santé et dans les centres de santé que sont développées des nouvelles expérimentations. Alors, il y a des expérimentations en matière de coordination, notamment pour favoriser la coordination à l'intérieur des maisons de santé, mais aussi avec l'hôpital. Donc, on a notamment proposé, enfin là, on est en train d'expérimenter un modèle qui ressemble au ACO, au Affordable Care Organization aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent. Mais je vais surtout insister sur la deuxième. C'est une expérimentation qui est en cours depuis 2021 qui s'appelle SECPA pour structure d'exercice coordonnée participative
et où là, l'objectif, c'est de mieux répondre aux inégalités de santé. Et ce sont des structures donc, qui touchent de l'argent de la puissance publique pour financer des nouveaux services, donc à travers des travailleurs sociaux, des médiateurs en santé, des éducateurs, des psychologues, des interprètes, et favoriser l'accès aux soins des populations les plus précaires, et également proposer des activités de prise en charge, donc là vraiment de soins pour ces patients-là qui soient spécifiques, avec plus de temps par exemple pour voir les patients, etc. Mais aussi des activités participatives, donc pour faire participer les usagers de ces structures-là, donc des ateliers divers et variés, des temps de rencontre, que les usagers participent à la gouvernance de la structure. Et donc ces structures SECPA, aujourd'hui, il y en a une cinquantaine en France. Et en fait, c'est une expérimentation. Et pour la plupart, elles sont soit faites depuis des maisons de santé ou des centres de santé. Donc, on voit que, en fait, ces organisations-là sont le terreau fertile, en fait, pour expérimenter ces nouvelles choses, mais que ces nouvelles choses ne viennent pas tellement du bas. Elles viennent surtout du haut. Et enfin, on voit émerger de nouvelles organisations qui s'appuient sur les maisons de santé le plus souvent. Donc là, on voit aussi que les maisons de santé sont propices à l'émergence de nouvelles organisations, notamment les fameuses CPTS dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est des communautés professionnelles territoriales de santé. Là, l'idée, c'est que ce sont plusieurs structures ensemble. Donc, souvent, il y a plusieurs maisons de santé, il y a des professionnels isolés, il y a l'hôpital de proximité locale, il y a des structures des services médico-sociaux. Et le but, c'est d'intégrer les soins primaires avec les soins hospitaliers et médico-sociaux sur un territoire. Il y a une responsabilité populationnelle et territoriale de cette offre de soins. Et les missions de ces structures-là, c'est d'améliorer l'accès aux soins en proposant notamment des consultations, en faisant un répertoire de tous les médecins sur le territoire et proposer des consultations sans rendez-vous, par exemple. C'est améliorer les parcours de santé complexes, donc qui passent du secteur sanitaire au secteur social, médico-social. Développer des actions de prévention et de promotion de la santé. Donc, c'est un acteur, alors c'est assez récent, hein, les CPTS, et les premières sont sorties de terre en 2019, donc c'est très, très récent. Mais c'est un lieu propice parce qu'il touche quand même pas mal d'argent des pouvoirs publics pour développer des actions de prévention et de promotion de la santé. Et ensuite, ils peuvent être assez libres dans les actions qu'ils proposent. Et aussi, ils sont reconnus comme des organisations qui ont pour vocation de faire des plans de gestion de crise sanitaire depuis la crise sanitaire du Covid-19. Euh, Par ailleurs, je voulais signaler, et après c'est ma conclusion, un nouvel enjeu dans les soins primaires, et je ne sais pas si vous faites face à au même processus, c'est l'arrivée d'acteurs privés dans ce secteur-là. Et c'est très très récent en France parce que c'est un processus qui évidemment est plus ancien dans le secteur hospitalier à but lucratif, dans la biologie médicale, dans la radiologie, même aujourd'hui dans le dentaire et dans l'ophtalmologie, mais c'est très nouveau dans les soins primaires parce que on explique en fait l'arrivée d'acteurs, notamment financiers, dans ce secteur-là, parce que déjà il y a un sous-investissement chronique en France dans les soins primaires. On investit beaucoup plus sur les soins hospitaliers. Par ailleurs, il y a des perspectives de croissance, puisqu'il y aura toujours, semble-t-il, du fait des pathologies chroniques et du vieillissement de la population, une croissance de la demande de soins primaires, certes modérée, mais stable et certaine. Et par ailleurs, les dépenses en la matière, et notamment en France, sont garanties par un payeur qui est unique et qui est très fiable et qui est l'assurance maladie. Donc il y a des gains qui ne sont pas colossaux à se faire, mais il y a des gains certains à long terme et de manière garantie. Les risques de l'arrivée de ces acteurs privés sont pointés à la fois par les pouvoirs publics et par les professionnels. C'est la logique de rentabilité potentielle de ces acteurs qui pourrait contrevenir à une logique, disons, plus professionnelle, donc voilà, qui pourrait donner lieu à une réorganisation du travail, à des cadences différentes, et qui pourrait aussi contrevenir à l'intérêt des patients. Par exemple, on a vu en fait des abus dans le secteur dentaire et ophtalmologique, pas encore dans le secteur des soins primaires où c'est tout nouveau, mais où en fait il y avait des surprescriptions d'examens, des actes pas nécessaires. Qui dit surprescription d'examen dit également augmentation des files d'attente et des délais. Par ailleurs, dans certaines structures, on a vu des sélections de patients, des tri de patients ou d'activités pour se tourner vers les plus rentables. Donc ça, c'était surtout pour le dentaire et l'ophtalmologie. Et donc certains craignent qu'il se passe la même chose dans les soins primaires.
Et du côté des pouvoirs publics et des professionnels de santé, il y a un accueil assez mitigé en fait face à ce mouvement-là, mais pas bloquant pour autant. Il y a une position très prudente de la puissance publique, à la fois au ministère de la Santé et de l'Assurance Maladie, mais je dirais attentiste. Alors, je suis allée les rencontrer le mois dernier. Il y a un groupe de travail au sein du ministère qui travaille sur la financiarisation du système de santé en France et qui expliquait qu'ils avaient constaté des abus donc, dans d'autres secteurs et que là, ils avaient développé un observatoire de la financiarisation sans pour autant en arriver à réguler ce phénomène à ce stade-là. Donc, ils sont dans l'observation et ils l'assument complètement tout en constatant des abus dans d'autres secteurs et en éventualisant le fait que ça puisse arriver sur ce secteur des soins primaires éventuellement. Et en ce qui concerne les professionnels, alors ils sont assez divisés. Certains soulignent vraiment en entretien une crainte d'immixtion dans leur pratique, qu'on vient de leur dire comment travailler, parce qu'on reste quand même dans un secteur essentiellement libéral où ils s'organisent comme ils veulent. Mais ils sont attirés par les conditions de travail que ces acteurs proposent, notamment le fait que la gestion administrative et RH soit faite par donc ces acteurs-là, les horaires de consultation avec déroulement qui leur permet d'avoir voilà, un équilibre de vie professionnelle et personnelle plus agréable, des modalités de rémunération à la performance, voire du salariat, parce que ça intéresse de plus en plus même les médecins libéraux en France. Voilà, donc ils ont un avis assez voilà, divisé. Alors ils regardent ça avec crainte sans toutefois le rejeter. Et en fait, voilà, j'ai voulu citer juste quelques innovations intéressantes sur le territoire, enfin deux principalement. En fait, on a un groupe de cliniques qui s'appelle Ramsay, qui a investi dans des centres de santé salariés et aussi des centres de consultation sans rendez-vous. Et on a aussi un phénomène, alors ça c'était très local à Paris, et maintenant ça commence à un petit peu égrener partout. Et on a ça dans plusieurs villes de France. Euh, En fait, c'est une association entre des médecins généralistes libéraux, des investisseurs privés et des consultants en organisation et en système d'information qui, en fait, créent des structures qui ressemblent à des maisons de santé. Et d'ailleurs, l'assurance maladie a proposé à ces structures-là de rentrer dans le fameux cadre contractuel dont je parlais tout à l'heure. Donc, on voit là qu'il y a une intrication très complexe entre cette logique professionnelle, parce qu'ils restent libéraux, la logique bureau, enfin, la logique étatique qui veut le faire re-rentrer dans le cadre contractuel avec l'assurance maladie et la logique financière et privée de ces investisseurs privés. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Les seules choses sur lesquelles je voulais revenir, c'est que il y a des évolutions législatives dernièrement qui viennent questionner en fait à la fois les prérogatives des médecins généralistes, mais aussi leur rôle dans le changement en soins primaires, puisque je disais que c'était l'acteur central dans les changements des soins primaires. En fait, il y a beaucoup de lois en ce moment qui sont discutées en France depuis quelques années et qui viennent également tendre les rapports interprofessionnels et les rapports des professionnels avec la puissance publique. C'est que déjà de manière générale, depuis les années 2000, on assiste à un accroissement progressif des compétences des professionnels dits paramédicaux, c'est comme ça qu'on les appelle en France, donc les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, etc., mais aussi des pharmaciens et des sages-femmes. On a reconnu en 2016 un nouveau statut pour les infirmiers qui s'appelle la pratique avancée, qui est très inspiré des nurse practitioners. On était là aussi très très en retard. En 2023, une loi a reconnu un principe qui s'appelle l'accès direct, donc pour que les patients accèdent directement aux infirmiers de pratique avancée, aux kinés et aux orthophonistes sans qu'ils n'aient à avoir une ordonnance médicale. Or, c'est le cas en France, normalement, on doit avoir une ordonnance médicale. Donc là, on voit vraiment une loi qui va à l'encontre même d'une loi précédente, la loi du médecin traitant dont je parlais au départ. Et par ailleurs, en ce moment même, est discuté un projet de loi sur l'évolution de la profession infirmière qui reconnaîtrait des compétences de diagnostic, des nouveaux droits de prescription, etc., que n'ont pas du tout les infirmières et infirmiers aujourd'hui. Voilà, donc ensuite les défis difficiles à dépasser aujourd'hui en France, je pense, mais dans d'autres pays, c'est qu'on assiste à une surenchère organisationnelle, toutes les expérimentations, les différents types d'organisations dont je vous parlais. La question qui se pose, c'est la clarté de qui fait quoi, mais aussi est-ce que certaines ne sont pas contradictoires. Je parlais du médecin traitant avec maintenant ce dispositif de l'accès direct, est-ce que c'est pas contradictoire? Mais c'est aussi, ça conduit à un manque de lisibilité pour les professionnels comme pour les patients, qui ne comprennent pas toujours en fait cette surenchère organisationnelle, d'innovation organisationnelle.
J'ai voulu souligner, parce que j'en avais pas parlé, la question des systèmes d'information, parce que en France, on a beaucoup de difficultés à avoir des systèmes d'information performants, et je sais qu'on n'est pas les seuls, mais malgré tout, ça semble vraiment compliqué chez nous. Donc, on a beaucoup de systèmes d'information labellisés pour permettre à différents professionnels de communiquer. Et en fait, c'est rarement adapté aux besoins des patients, ou parfois ils ne sont pas très opérationnels, et surtout ils ne sont pas interopérables entre eux, donc entre l'hôpital et la maison de santé, etc. Et enfin, donc ça je l'ai dit à l'instant, mais c'est, je pense, aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins entre différentes logiques qui sont assez contradictoires en France et qui viennent de la longue histoire du système de santé français. C'est que on a un système de santé où l'autonomie professionnelle et notamment médicale est très très forte, mais on a une intervention accrue de l'État dans le secteur des soins primaires, mais également une nouvelle logique de marché avec des nouveaux acteurs privés qui rentrent dans ce secteur-là. Et je pense que cette articulation très complexe pourra être source d'innovation organisationnelle intéressante, mais dont les effets sont difficiles aujourd'hui à évaluer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me sens un peu seule derrière mon écran, mais n'hésitez pas à me poser des questions et j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup, professeur.